Donc bienvenue. Donc assez rapidement, donc vous êtes ici dans un jardin urbain. Donc moi en fait je l'aménage depuis une dizaine d'années maintenant. Quand je suis arrivé, il y avait essentiellement un très grand tilleul qu'on a battu quand on est arrivé parce qu'il faisait énormément d'ombre sur la maison, quoi. Il y avait bien sûr ce cèdre là qui maintenant est un petit peu malade, c'est dommage. Voilà, 2-3 gros arbres que vous verrez, pommiers, poiriers, autrement il n'y avait strictement rien. Voilà, voilà, donc tout le reste a été progressivement implanté. Et assez rapidement, en fait, quand j'ai commencé à travailler dans ce jardin-là, à un moment, je me suis dit, j'ai pas du tout envie d'aller à la déchetterie, donc qu'est-ce que je fais des branches, qu'est-ce que je fais des tonds de pelouse, qu'est-ce que je fais de tout ça. Donc pour la partie branche, j'ai commencé à regarder sur internet et je suis tombé sur le bois raméal fragmenté. Donc c'est en fin de compte des branches que vous coupez, que vous broyez et que vous répandez sur le sol. Donc c'est une technique intéressante parce qu'elle vous permet, notamment quand vous, alors ce qui n'était pas mon cas, mais quand vous avez des sols assez pauvres, de réactiver en fin de compte la venue notamment des champignons qui en quelques mois vont coloniser ce bois broyé parce que c'est typiquement le substrat qu'ils aiment. Et une fois que les champignons sont là, vous commencez à enclencher toute la dynamique. C'est-à-dire vous allez avoir les limaces qui vont arriver, les vers de terre, vous allez avoir aussi tout un ensemble d'insectes qui vont s'installer. Et donc en fait vous recréez l'équivalent d'un sol forestier assez rapidement. Et donc vous recréez un sol vivant. Donc ça c'est important, moi je l'ai beaucoup utilisé, ça se voit moins maintenant, mais toute cette partie-là, voilà, régulièrement j'ai mis du BRF. Et ça m'a permis aussi, quand vous le faites à l'automne, d'avoir après très peu d'adventices durant toute la période estivale en fait. Quasiment pas de désherbage, ça prend 5 minutes par semaine, 10 minutes, 10 minutes, voilà. Et donc c'est aussi un vrai atout, je trouve, en tant que paillage, pour pouvoir limiter cette problématique. Voilà. Il faut savoir qu'ici, tout ce quartier-là est construit sur des terres maraîchères. Voilà. C'est une bonne base quand même. Donc c'est une excellente base. Non, mais on va se dire les choses. C'est une excellente base, il n'y a rien à redire là-dessus. Donc ça aussi, il faut le reconnaître. Voilà, et donc après, donc on va parler de permaculture. Juste avant qu'on parte, donc vous avez vu que le figuier et la Lorraine, quand c'est bien installé, c'est tout à fait compatible. Là, en fait, il bénéficie d'un endroit assez exceptionnel. Il est coincé entre deux murs, donc en plein après-midi, ça chauffe à fond. Il est à l'abri du gel. Il est à l'abri du gel, il est à l'abri des vents dominants, donc là, il est vraiment dans une situation exceptionnelle. Clairement, en plein vent, dans les champs, la campagne, il n'aurait pas du tout cette tête-là, voire même, il n'aurait peut-être pas pu pousser. Voilà. Donc voilà. Alors maintenant, ce qui est intéressant avec ce figuier-là, c'est que l'année dernière, il nous a fait 2 mises à fruits. Voilà. Donc là, on va manger les figues d'ici un mois, et après, au mois de septembre, il y a une deuxième mise à fruits, comme dans le sud en fait. Oui. Alors à la fois c'est bien, puisque de côté ça m'inquiète un peu, je me dis, parce que voilà, si on a un climat qui permet maintenant d'avoir 2 mises à fruits et du figuier en Lorraine, c'est quand même quelque chose d'intéressant, mais bon. Donc voilà. Après, juste derrière vous, quand on a coupé le tilleul, j'ai eu en fin de compte des rejets. Alors c'est dommage, il est pas près du mur, il va falloir un moment ou un autre que je l'enlève. Mais en fait, vous voyez, ça c'est typiquement un tilleul que je conduis en trogne. Voilà, donc à peu près tous les ans ou tous les 2 ans, les branches vont pousser de manière importante. Voilà, elles vont prendre au moins 1,50 m, 2 m, 3 m pour certaines, si je les laisse 2 ans. Et donc après je les coupe au ras tout simplement de la trinque qui est en train de se former. C'est comme les saules des fois. C'est ça, tout ça c'est les saules, c'est ce qu'on appelle aussi les têtards. Voilà. Donc ça c'est une conduite que je trouve très intéressante dans les jardins quand vous n'avez pas énormément de place. Ça vous permet assez facilement d'avoir notamment du bois, voilà, que vous allez valoriser soit sous forme de broyat, de paillage, soit parce que c'est tous très droit en règle générale, là ça vous fait des cames pour pouvoir après faire des tuteurs et ainsi de suite. Voilà. Donc le tilleul se trogne sans aucune difficulté. Vous faites ça avec un broyeur? Ouais, j'ai un broyeur juste là. Comme on n'est pas trop nombreux, vous pouvez aller le voir après. Donc bon, bien sûr, il y a un couvercle qui se met dessus, et puis après, vous envoyez les branches, et puis par devant, là, vous avez une buse de sortie, et puis vous récupérez à ce moment-là le broyeur. Donc ça, c'est vraiment pratique, et on a testé hier au jardin partagé de Mazerulles un broyeur manuel qui est fabriqué par la Fabriculture. Donc on l'a testé, c'est plutôt bien. Alors, c'est un très bon hache-paille, donc ça c'est nickel. Branche de noisetier 3-4 cm. Au-delà, à mon avis, ça va être plus compliqué. Voilà, mais on va le tester. Voilà. Donc il existe aussi des broyeurs manuels.
Je dirais que les broyeurs manuels sont intéressants si justement vous avez un terrain qui est loin de votre maison et que vous avez besoin de faire du broyat, qu'il n'y a pas d'électricité, et ainsi de suite. Voilà. Par contre, ça demande de l'huile de coule. Voilà, c'est une manivelle que vous tournez, voilà, donc à l'ancienne. Voilà. Et en fait, vous en avez aussi qui sont fabriqués, alors qui coûtent sans doute moins cher aussi, en Inde. Voilà, l'Inde a gardé bien sûr cette technique traditionnelle de couteau sur une roue, voilà, qui coupe notamment la paille, hein, c'était plutôt des haches-pailles. Voilà. Moi, j'ai au début commencé plutôt par des plantes ornementales que j'ai gardées, bien entendu, et progressivement, j'ai introduit de plus en plus de plantes alimentaires. Voilà. Donc ça, c'est plus un choix personnel, bien entendu. Hein, donc voilà, donc, bien sûr j'ai ramené le civier, voilà, puis vous allez voir dans le jardin, il y a eu pas mal de plantations à ce niveau-là. Il y a juste une exception entre guillemets, je me suis fait plaisir avec une plante interdite, donc, voilà, c'est la grande berce du Caucase, que vous voyez là. Alors moi je l'ai depuis 10 ans, hein, donc sincèrement ça se gère sans aucune difficulté, il faut juste être attentif sur deux choses. La première, bien sûr, s'il y a un petit rejet quelque part, vous l'enlevez, le problème est réglé, voilà. La deuxième, effectivement, quand vous la coupez, vous mettez des gants, puisque la sève est photosensible, et si vous avez de la sève avec de la lumière, vous êtes brûlé. Vous avez des cloques. Donc voilà, mais dès que vous mettez tout simplement des gants avec des manches, il n'y a aucun souci, à l'automne, je la coupe. Voilà. Alors ce qui était rigolo avec cette grande berce, en fait, cette année elle est particulièrement belle. Hein. Là, la hampe, elle est magnifique. Elle était aussi haute, voilà. Mais c'est qu'au tout début, elle était dans l'angle ici. Ah bon? Et donc tout doucement, elle s'est déplacée. Ah ouais, c'est drôle ça. Ouais, c'est étonnant. Et voilà, elle n'est pas restée au même endroit, elle bouge. L'année dernière, elle a commencé à aller là, et puis comme ça lui fait trop d'ombre au niveau des arbres qui sont là, elle est en train de repasser de l'autre côté. Voilà. Donc elle est interdite parce que c'est une plante qui graine beaucoup et qui ionisait le milieu. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que effectivement les petits piquants sont urticants. Voilà, si on se frotte après. Ah oui. Et c'est surtout le côté photossensible de la sève en fait qui fait que voilà, on a. Alors bon, en tant que nancéen, je ne pouvais pas ne pas avoir une berce dans mon jardin. Voilà, si vous allez voir le jardin de l'école de Nancy, vous avez des berces. Voilà, c'est magnifique. voilà, hein, donc ça, je ne pouvais pas faire autrement. Voilà. Dans le monde anglo-saxon, c'est plutôt côté australien et Tasmanie, donc on va dire voilà, le même secteur géographique. Et en fait, ça paraît à une époque où vous avez déjà à ce moment-là des conflits, on va dire, de fond qui apparaissent entre les populations, l'industrie, les grands agriculteurs. Il y a des combats autour, notamment de tout ce qui est de la pollution, la désertification des terres. Et donc, il y a pas mal de manifestations qui ont lieu. Il faut savoir que le premier parti écologique au monde est né en Tasmanie, dans les années 70. Voilà. Et donc, Monsieur Mollison, voilà, a participé à un certain nombre de mouvements, de manifestations. Et puis, à un moment, il s'est dit, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'en face, ils sont trop costauds et on n'arrive pas à faire bouger les choses, voilà, au prix d'une énergie infinie. Donc ils se sont dit, je vais essayer de réfléchir à une autre manière de faire. Et donc il a rencontré un élève qui était Monsieur Holmgren, et pendant 1 an et demi, 2 ans, ils ont travaillé de manière intense pour proposer, à partir de leurs connaissances et des savoirs anciens qu'ils avaient tout simplement appris, voilà, ou lus, une méthode qui permet à une personne qui s'installe dans un lieu donné de recréer une dynamique assez rapide du vivant pour pouvoir, au bout de quelques années, si possible, être autonome ou en tout cas avoir un lieu en termes de biodiversité beaucoup plus important. Et le modèle premier pour eux, c'est la forêt. Voilà. C'est pour ça souvent qu'avec la permaculture, vous entendez parler des jardins-forêts, des forêts jardiniers, ainsi de suite. Mais parce qu'en fin de compte, quand on regarde dans nos régions, l'évolution naturelle d'un lieu dans notre région, si vous le laissez faire, c'est la forêt. Le climax en Europe, c'est la forêt. Voilà. Vous foutez la paix au champ, vous revenez 100 ans plus tard, vous avez une forêt. Voilà. Sans que vous ayez rien eu à faire. Voilà. Hein, donc voilà. Donc eux, ils se sont dit, à ce moment-là, on va proposer un cadre qui s'est appelé la permaculture. Donc dans un premier temps pour agriculture permanente et après c'est culture de la permanence. Voilà, c'est juste une évolution. Et en fait, ils ont commencé à former les gens. Et puis après, ils ont dit à ceux qui étaient formés, former d'autres gens. Et tout doucement, ça a commencé à essaimer. Et surtout, il y a un premier ouvrage que je vous ai mis sur la petite table là-bas, qui s'appelle Permaculture One, qui paraît en 78. Et le second ouvrage, Permaculture 2, apparaît en 79. Donc ils ont été assez prolixes pendant 2 ans. Puis après, ils se sont séparés et chacun a fait sa vie.
Voilà, donc Monsieur Holmgren a lui acheté en Australie un terrain qui s'appelle Meliadora, voilà, sur lequel il mène, il l'a conduit en permaculture depuis plus de 30 ans. Voilà, et Monsieur Mollison lui a plus donné des conférences, il avait un côté un peu plus showman. Voilà, donc ça lui a permis de diffuser en tout cas la permaculture partout dans le monde. Et en France, il y a eu une première vague de permaculture dans les années 80. Au travers d'Emilia Haslip par exemple, voilà, qui a notamment elle beaucoup mis en avant la culture sur but. Voilà, ça s'est tassé et c'est vraiment revenu dans les années 2000. Voilà, 2000, 2010, voilà, et ça continue, même si ça tend un petit peu à se tasser, c'est normal, voilà, ça reviendra peut-être après, j'en sais rien. Voilà, il faut laisser aux gens le temps de s'approprier leur outil. Moi je dis toujours, l'idéal en fin de compte, c'est qu'au bout d'un moment le nom disparaisse parce que tout le monde le pratique. Voilà. Là, le jour où on en est là, c'est gagné. Voilà. Donc, en fait, eux, ils ont fait quoi? Ils ont déterminé un certain nombre de principes que vous avez là, de conception, pour aménager un lieu. Donc, on va en retrouver un certain nombre dans le jardin. Et ils ont surtout, ça c'était quelque chose, je trouve, une idée de génie, c'est de dire, si jamais à un moment donné vous hésitez, il y a 3 principes éthiques qu'il faut que vous respectiez. Le premier, c'est être attentif à la terre. Donc ça veut dire qu'il faut que dans votre pratique, vous n'utilisiez pas, vous n'ayez pas une pratique qui tend à faire en sorte qu'au bout d'un moment, votre sol s'épuise. Donc on oublie tout ce qui est cides, biocides, on oublie tout ce qui est engrais organophosphorés. Et aussi, notamment en permaculture, on essaye au maximum de ne pas recourir au labour ou au travail du sol. Donc voilà. Donc ça c'est un point important parce que ça change en profondeur, on y reviendra, la manière dont vous gérez le lieu que vous conduisez suivant les principes de la permaculture. Après ils ont dit, ok, être attentif à la terre, après être attentif à l'humain. Donc ça c'est super important, au regard de quelques milliards d'êtres humains qu'il y a sur Terre, ils ont toujours dit, si on ne prête pas attention aux hommes, quoi que vous fassiez, si à un moment ils ont besoin de la ressource ou quoi que ce soit et que vous les aidez pas, ils vont venir la prendre et ça va servir à rien. Donc il y a aussi toute une dimension, on va dire, humaine dans la permaculture qui est importante. Alors bien sûr orientée vers la notion du partage. Et la dernière chose, c'est partager les surplus. Alors il faut savoir qu'historiquement, c'est pas ce qu'ils avaient dit. En fait, historiquement, alors ça doit poser quelques petits soucis, on va dire, éthiques. Ils avaient clairement dit, dans leur 3e principe, c'est limiter la croissance de la population. Voilà, on est dans les années 70, ils constatent que l'être humain a une empreinte écologique de plus en plus importante, et donc si la population continue de croître, ça va forcément poser un énorme problème au niveau de la biosphère. Et donc ils disaient, nous on considère que parmi les fondamentaux qu'il doit y avoir, il y a notamment une attention à la limitation de la croissance de la population. Ça a évolué avec le temps, maintenant c'est partager les surplus. Ok, bon, voilà, après chacun se fait son opinion. Il faut aussi savoir qu'au moment où ils écrivent leur ouvrage, il y a le Club de Rome qui sort le fameux ouvrage sur les limites de la croissance. Donc le Club de Rome, c'est des scientifiques qui se sont réunis dans les années 70 et qui ont utilisé un nouvel outil qui venait d'apparaître qui s'appelle l'informatique. Ils ont modélisé la biosphère et ils ont fait tourner pas mal d'hypothèses. Et dans toutes les hypothèses qu'ils ont fait tourner, il y en a une qui est ressortie en permanence qui disait que si on continue de fonctionner sur un système qui n'a que pour seul et unique objectif la croissance du PIB, l'écosystème s'effondre autour de 2040. Quand on voit tous les alerteurs qu'on est en train d'avoir en 2020, 2021, 2022, on se rend compte que malheureusement, ils ne se sont pas beaucoup trompés avec leur petit outil informatique de l'époque et qu'ils avaient parfaitement mobilisé les grands équilibres. Ils ne sont pas rentrés dans le détail, mais dans les grands équilibres. Voilà. Donc là aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles Mollison et Holmgren ont souhaité aussi proposer ça, c'est pour pouvoir aller contre ça et essayer de rétablir une certaine partie des écosystèmes. Voilà. Donc, partager les surplus. Alors après, pourquoi pas, d'un point de vue permacole, en fait, c'est pas anthropocentré. Je prends l'exemple du poirier. Voilà, le poirier, normalement, va faire un certain nombre de poires. Et puis, il y en a quelques-unes, on va dire, qui seront un peu moins belles et compagnie. D'un point de vue d'un permaculteur, c'est je ne vais pas tout récolter. Je vais récolter celles qui m'intéressent, je vais récolter les plus belles. Et par contre, j'en laisse délibérément sur l'arbre pour permettre aux insectes qui ont permis notamment au printemps la pollinisation de mon arbre, à la fin de l'automne, de retrouver des ressources en sucre pour pouvoir tout simplement constituer leurs réserves et être là le printemps suivant. Donc l'idée aussi, c'est quand on partage aussi, je te donne la parole dans 2 minutes, on partage aussi avec l'ensemble des insectes, des animaux qui sont présents sur le lieu. Voilà.
Oui. J'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal d'abeilles ici et je me demandais s'il n'y avait pas des ruches aux alentours. Alors, je crois pas qu'il y ait des ruches aux alentours, en tout cas s'il y en a, je les ai pas vues, parce qu'il y a plusieurs parcs, donc peut-être qu'il y a des gens qui y sont, alors il faudra que tu fasses attention, parce que parfois il y en a notamment des toutes petites qui volent en stationnaire, ça c'est pas des abeilles, ça s'appelle des cirfes, voilà. Donc ça pollinise aussi, ça va chercher bien entendu le pollen, et les cirfes c'est très intéressant, parce que quand tu en as dans ton jardin, la larve de la cirfe est un dévoreur de pucerons phénoménal. On mange une centaine de pucerons tous les jours. Donc ça, quand tu en as dans ton jardin, c'est précieux parce que tu sais que dès qu'elles sont là, en règle générale, les populations de pucerons n'explosent pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, elles n'explosent pas. Voilà. Donc voilà globalement, et parmi les principes, vous en avez beaucoup de bon sens. Du style, en fait, un premier principe, c'est d'obtenir une production. Donc en clair, il ne faut pas rester dans l'intellect. Il y a le jardin, on prend les plantes, on y va et on voit ce que ça donne. Ça paraît bête, mais quand même c'est important. Vous en avez un autre qui est ne pas produire de déchets, donc ça veut dire qu'il faut revaloriser ce qu'il y a dans le jardin au maximum de ce que vous avez. Vous en avez un autre qui est intégré plutôt que séparé, ça je vais revenir après. Et il y en a un sur lequel je travaille beaucoup moi dans ce jardin-là, qui est pensée verticale, je ne sais plus où il est, mais il doit être forcément là-dedans. Voilà. Un pensée verticale, vous verrez, ça c'est un point qui est très important dans l'aménagement d'un jardin, c'est qu'il faut raisonner en strates. Ah oui, Voilà. Donc ça c'est un autre sujet. Alors juste derrière vous, en fait, vous avez une zone qui est plutôt sèche dans ce jardin. Voilà, donc là-dessus, j'ai fait pas mal de tests. Pour le moment, ce qui en ressort, c'est que la sauge adore. Vous avez une sauge qui est en train de prendre une place énorme derrière. Voilà. Bon, le thym, le romarin ont l'air tout doucement de s'implanter. Et puis là, j'ai fait aussi un essai, j'ai mis des artichauts. Donc là, c'est la deuxième année qu'ils sont là. Troisième année, non, deuxième année. Donc là, on commence à voir apparaître les premiers fruits. Donc c'est un ami allemand en fait qui les a donnés. Ça donne des petits artichauts comme ça. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc voilà. Et donc là, délibérément, vous l'avez vu, il y a toute une partie du jardin qui n'a pas du tout été tondue cette année. L'idée, elle est assez simple, c'est tout simplement d'avoir un maximum de plantes et de fleurs sauvages pour permettre aux insectes tout simplement de trouver des sources de pollen autres, on va dire, que les classiques. Et l'autre constat que je fais, c'est que les oiseaux aiment beaucoup. Voilà, il y a plein d'oiseaux qui viennent dans le jardin pour pouvoir aller picorer, prendre des graines, prendre des insectes. Et le chat adore aussi, il a des endroits où se cacher. Donc là, le tas de terre que vous voyez, c'est temporaire. C'est tout simplement que précédemment, là où on est rentré, j'avais plein de bambous dans des coffrages que j'ai enlevés. Et donc plutôt à nouveau que de perdre la terre, j'ai à chaque fois filtré ma terre, je l'ai mise là, en attendant qu'on réaménage ce lait-là et que je la réutilise. Voilà. Le gros intérêt, c'est que j'ai pas voulu qu'elle serve entre guillemets à rien. Donc vous avez vu, je l'ai déjà planté. Voilà. Il y a notamment tout ce qui est petits marrons qui sont sur les tours. Donc je pense que ça devrait le faire. Voilà. Et puis derrière, j'ai mis un petit peu d'amarante, voilà, pour pouvoir voir un petit peu comment ça va se comporter. Voilà. Donc on va continuer. Donc ici sur le poirier, quand je vous dis pensée verticale, donc je me mets juste un petit peu plus loin, voilà. Ça veut dire quoi sur ce poirier-là? Vous commencez à voir un petit peu la logique, en tout cas au niveau des fruitiers dans ce jardin-là. C'est qu'au sol, donc il y a un cercle, alors cette année on ne le voit pas trop à cause des arbres qui ont poussé, voilà, sur lequel il y a du bois broyé, sur lequel il y a des fraisiers qui ont été implantés et qui commencent à bien se développer, sur lesquels vous avez après, en règle générale, on verra plus loin une plante grimpante, il y a de la vigne qui commence à s'installer, il y a aussi des murs, et puis on verra en dessous, il y a des petits fruits. Voilà. Donc l'idée c'est quoi? C'est tout simplement en dessous d'un arbre fruitier, vous pouvez incorporer d'autres plantes sans que cela le gêne, alors, sauf s'il est tout bébé, et encore, je vous montrerai un exemple, voilà. Et derrière, ça vous permet là aussi d'optimiser la production tout simplement de fruits par unité de surface. Et l'autre avantage, à partir du moment où les plantes s'entendent bien entre elles, elles s'apportent aussi des bénéfices. Il y a une chose qu'on ne voit pas, c'est qu'avec tous ces arbres dans ce jardin-là, vous avez un immense système racinaire qui couvre l'intégralité du jardin. Ça veut donc dire que tous les arbres du jardin sont interconnectés. Ça veut donc dire aussi qu'à certains moments de l'année, sans aucun doute, parce que là il y a des expériences qui ont été faites et qui prouvent que ça existe, au travers du système racinaire et notamment des mycorhizes, donc des champignons qui sont présents dans le sol, vous avez les arbres qui vont partager la ressource.
ils vont partager éventuellement de l'eau, ils vont partager des minéraux, ils vont partager des nutriments, ils vont partager des molécules organiques complexes. Donc ils ont fait l'étude il y a quelques années en arrière, où ils avaient pris trois variétés d'arbres différentes, et il y en a un ils ont créé une ombre sur lui en fin de compte. Et ils se sont rendus compte que les deux autres arbres à côté injectaient l'équivalent de la lumière qu'ils avaient perdue sous forme de sucre dans son système racinaire pour qu'il continue d'exister. Voilà. Donc en fait dans la forêt, certes il y a le côté compétitif, mais il y a d'abord et avant tout en sous-main un énorme et très puissant système coopératif. Ah, moi je croyais qu'ils étaient, on appelait ça la timidité des arbres, Alors la timidité, ça c'est au niveau du feuillage. C'est au niveau du feuillage. Voilà. Mais Par pas contre, en au niveau du sous-sol. système racinaire, par moment vous remarquerez dans certaines forêts quand vous vous promenez, vous avez un arbre qui était abattu et pourtant la souche n'est pas morte. Oui. Oui. Elle commence tout doucement à être recouverte, voilà, elle est toujours vivante. C'est simple, c'est que les arbres aussi optimisent tout simplement leurs dépenses énergétiques. Vous venez de couper un arbre, les systèmes racinaires étaient interconnectés, ceux qui sont autour se disent, je raisonne en humain, mais se disent, non mais là il y a un immense système racinaire qui est parfaitement opérationnel, on va l'alimenter pour pouvoir continuer de l'utiliser. Ça nous évite de redépenser de l'énergie pour en recréer un autre. Donc l'arbre que j'ai abattu dans le jardin et que j'ai pas dessouché, c'était une bonne idée. Alors, Parce qu'il voilà, était un peu comme ça. je vous dis pas non plus que tous les arbres sont forcément coopératifs avec les uns et les autres. Ah, bah, Mais c'était dans une l'expérience, il y avait deux feuillus, un résineux, Mhm. et à la surprise, ça a coopéré. Voilà. Donc suite Voilà. l'année prochaine et les années suivantes. Au niveau du, Ouais. au niveau du cercle que vous faites au pied de l'arbre, il y a une dimension, une proportion à garder ou pas? Non, là, ça c'est moi C'est un qui... peu. alors là, c'est le petit Non sommet. mais c'est voilà, Voilà, parce que bon, nous on le paille. Bon, c'est vrai Ouais. qu'il y a des fleurs, il y a des. Enfin, on a mis du boyau, on le paille aussi. On a mis des fleurs parce que je trouvais que c'était beau. Bien entendu, mais il faut. Mais je me demandais s'il fallait Il y a pas- l'élargir ou pas. Enfin, comment on. Alors moi à mon niveau, j'y vais au pif. Voilà. Oui. Certains vous disent souvent le plus intéressant qui se passe au niveau du système racinaire de l'arbre, c'est au niveau de la bordure De la du branche, feuillage. bah Voilà. oui, j'avais entendu ça, mais Bon, je suis pas Voilà. évident. Donc Enfin, non, c'était comment? moi je constate en tout cas pour ce que je cherche à faire dans mon jardin, ça fonctionne. d'accord. Oui, donc pas Vous forcément. voyez aussi qu'il y a des fèves. Voilà. Oui. Alors des fèves, alors, Un cette peu année elles partout, sont... un peu partout, vous Ouais, en ouais, avez. ouais. Donc, alors en fait elles sont là pour Pourquoi deux raisons. Oui. Alors généralement je les mets à la fin de l'automne, comme ça elles passent l'hiver en terre. Elles aiment bien d'ailleurs les graines de fèves quand tout simplement il y a du froid. Cette année manque de bol, elles avaient commencé à sortir. Il y a gelé. Le gel. Voilà, C'est pour ça d'accord. qu'elles sont pas très jolies celles-là. Pour autant, donc bien sûr, outre la fève qui m'intéresse, moi ce qui m'intéresse surtout c'est ça, les pucerons. Oui. Voilà. Alors, souvent les pucerons sont endémiques d'une ou deux variétés de plantes. Ça veut dire que le puceron de la fève n'est pas forcément le même que le puceron du noisetier. D'accord. Par contre, ce qui est de super intéressant, c'est que le prédateur du puceron, qui s'appelle la coccinelle, elle prend tous les pucerons. Donc plus tôt vous avez au printemps dans votre jardin des pucerons, plus tôt vous allez avoir des coccinelles qui vont réguler les autres pucerons qui vont commencer à arriver au cours de l'année sur d'autres plantes. Voilà. Donc pour le moment j'en ai vu 2 ou 3 voler, mais j'ai pas encore vu de larves, parce que cette année je trouve que c'est un peu décalé. Mais ce qui est de très intéressant, c'est qu'une fois que vous avez identifié les larves de coccinelle, Ah oui. et que vous avez une Ah infestation oui, alors à un ça, endroit c'est- donné, ah oui. vous en prenez 2-3, On vous les mettez met- sur la plante, Ah oui, c'est et au bout de impressionnant. 3-4 jours, il n'y a Ah plus oui. de pucerons. Oui. Alors, C'est impressionnant. réglé. Ah ouais, Ah oui, ça va oui, très oui, vite. oui, Voilà. oui. Ça t'arrive du coup de faire un apport de coccinelle? Non. C'est-à-dire, non, Non, elles non, arrivent. moi, elles viennent. Elles arrivent. D'accord. C'est les- Et à puis les manger, larves, elles viennent, il n'y a pas besoin. D'accord. Voilà. Donc voilà, hein, donc Oui. c'est la raison pour laquelle vous avez des fèves. Voilà. Donc les fèves. Donc à l'automne que vous les mettez les Alors je les fèves. mets à l'automne, mais vous verrez, il y en a d'autres que j'ai mises au printemps, voilà, dans d'autres Donc, endroits. oui. Voilà. Bon, peu Donc importe. en règle générale, sauf cette année avec le coup de gel, voilà. Bon, peu ça- importe les fèves. Bon,